Oui, voilà, mon nom est à moi, Sarah Grenier. Je travaille à l'accompagnement communautaire au Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence. Donc, pour ce qui est du CPRMV, on est un organisme à but non lucratif qui a été fondé en 2015 par le soutien de la Ville de Montréal et du gouvernement du Québec. On dessert toute la province du Québec de façon gratuite et confidentielle. Et notre mission est d'abord la prévention de la radicalisation violente, mais aussi des actes à caractère haineux. On y arrive à travers la recherche scientifique, l'éducation, la mobilisation de partenaires et aussi l'accompagnement communautaire, service que je vous décrirai un peu plus tard dans la présentation. D'abord, quand on parle de radicalisation, de quoi est-ce qu'on parle? Sachant qu'il n'y a pas de consensus au sein de la recherche scientifique sur la définition de la radicalisation, ça dépend aussi de contexte politique, ça dépend de contexte historique et aussi géographique, mais le centre, le CPRMV, s'est doté de la définition suivante. Donc, on y considère 4 éléments. D'abord, le fait que c'est un processus, donc on ne se radicalise pas du jour au lendemain, c'est ancré dans le temps et affecté par des trajectoires de vie. Deuxièmement, le fait qu'il y a un système de croyance, une idéologie qui est mise de l'avant et qui est à l'extrême, donc sort de la norme comme la société dans laquelle on évolue la connaît ou la comprend. Troisièmement, il y a l'idée qu'on cherche à transformer la société avec ce système de croyance. On a un projet politique. On cherche à faire changer le statu quo parce qu'il y a l'idée que si cette société comme on la connaît ne change pas, elle risque de taper un mur et elle risque de mener à sa perte. Donc, il y a l'idée de vouloir transformer les normes, transformer la société. Donc, ces trois éléments-là, en soi, c'est OK, on n'a pas nécessairement de problème avec ça. Là où on vient faire un travail de prévention, nous, au CPRMV, c'est quand les moyens utilisés pour arriver à cette transformation sociale, à la mise en place de cette idéologie, sont des moyens violents. Donc, quand on parle de moyens violents, on parle de toute forme de violence, qu'elle soit psychologique, physique, matérielle, mais aussi le fait de pouvoir, par exemple, encourager la violence, que ce soit sur les réseaux sociaux, faire l'apologie du terrorisme, que ce soit de faire un financement monétaire à des groupes. C'est aussi une forme de violence comme on la comprend, nous, au CPRMV, et c'est sur ces moyens d'action qu'on vient avoir une forme de prévention au niveau de notre mission. Donc, en soi, la radicalisation, on se fait souvent poser la question, est-ce que c'est quelque chose de mauvais, la radicalisation? Et puis, mais, verrez à l'écran, voilà, ben, pas nécessairement. Quand on est ancré dans un processus, on cherche à mettre en action une forme d'idéologie qui est peut-être en dehors de la norme pour changer la société. Il y a beaucoup de personnes qui en sont arrivées à des avancées sociales, comme celle à l'écran que vous voyez, et que les moyens utilisés n'ont pas été nécessairement des moyens qui étaient violents. Toutefois, parfois, les idéologies peuvent, dans leur nature, être violentes et les moyens, d'y arriver à cette transformation sociale le sont aussi. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est la partie radicalisation menant à la violence et non pas de statuer si la radicalisation non violente est nécessairement mauvaise. Jusque-là, ça va. Si jamais il y a des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez surtout pas à m'arrêter. Autre partie du mandat du CPRMV, c'est la prévention des actes à caractère haineux. Au niveau des actes haineux, qu'est-ce qu'on entend par là? C'est toute action, propos, comportement qui est motivé par un sentiment de haine envers un groupe identifiable selon les catégories listées par la Charte des droits et libertés. Donc, on parle par les actes haineux autant les incidents haineux, c'est-à-dire des incidents qui ne sont pas répertoriés dans le code criminel, que les crimes haineux qui sont, eux, répertoriés dans dans le code criminel, pardon, et qui ont cette connotation de haine. Donc, on peut penser notamment aux voies de fait quand on pense au crime haineux versus un incident haineux. Ça peut être, par exemple, une insulte en raison de le groupe, l'identité de genre, par exemple, de la personne, et de par le fait d'avoir cette caractéristique identifiable d'appartenir à un groupe, cette personne est visée par un acte haineux. Donc, on a ces deux mandats qui sont, somme toute, interreliés sur lesquels on fait un travail de prévention. Comment est-ce que justement on arrive à faire ce travail de prévention?
Bien, on y va par trois paliers de prévention. C'est vraiment un effort cumulatif. On ne se concentre pas sur qu'un palier de prévention. Nous, au CPRMV, on vient vraiment le taper à différents niveaux pour faire la prévention sur ces enjeux. Donc, d'abord, au niveau de prévention primaire, on parle de prévention qui est divulguée à l'échelle du Québec pour, en fait, tout citoyen, citoyenne qui, de par la nature d'évoluer dans une société, sont touchés par ces enjeux. Donc, on parle de différentes campagnes de sensibilisation pour les jeunes, de webinaires qui sont gratuits et publics sur différents enjeux pour sensibiliser la population québécoise au sujet sur lequel le CPRMV se porte. On parle aussi de différents outils, différents partenariats qui sont créés à l'échelle du Québec. Donc, niveau prévention primaire, ça englobe pas mal ça. Justement, les campagnes de sensibilisation, on en a plusieurs qui ont été faites. Une particulièrement qui visait la population jeunesse, c'est-à-dire la campagne de sensibilisation « Et si j'avais tort, j'en parle, j'apprends », qui est une campagne où on offre des ateliers, entre autres dans le milieu scolaire, pour adresser les ressentis qui peuvent être aux racines de parcours de radicalisation. Ce qu'on remarquait, c'est que quand on parle de radicalisation, la réaction souvent des jeunes, c'était de dire moi, ça me touche pas. Même chose pour les actes haineux. C'est trop loin de ma réalité. Quand on pense à radicalisation, souvent on pense à l'expression extrême, c'est-à-dire les actes terroristes, et on ne pense pas qu'on a un effort de prévention qui peut être mis de l'avant de la part des jeunes. L'idée, c'était de dire, par contre, quand on parle de radicalisation, il y a des sentiments qui sont aux racines de ces parcours-là et qui sont communs à tous et à toutes, comme le fait de ne pas se sentir à sa place, le fait de sentir que dans la société, il y a certains enjeux sur lesquels des personnes sont mobilisées, d'autres non, et on sent un sentiment d'injustice, un sentiment d'incompréhension. Donc, la campagne visait à adresser ces sentiments-là à travers les jeunes, à travers différents ateliers, espaces de dialogue offerts notamment dans le milieu scolaire. Et puis, on a aussi des autres outils de sensibilisation pour adresser ces enjeux-là de façon plus large, notamment des magazines qui sont disponibles en ligne ou encore des BD. Donc, ça se veut des outils pour être un premier pas, si on veut, pour engager cette discussion sur les enjeux comme la radicalisation ou les actes haineux. Deuxième niveau de prévention sur lequel le CPRMV met, c'est-à-dire la prévention secondaire. Et là, ça vient toucher notamment les professionnels comme vous aujourd'hui qui êtes dans un milieu qui, de par votre rôle, de par votre mission, vous êtes plus confrontés aux enjeux que d'autres personnes. C'est-à-dire que dans le milieu scolaire, vous êtes un milieu d'échange, un milieu de vie, un milieu de formation et donc, vous êtes peut-être plus confrontés aux enjeux et avez besoin d'une forme de soutien qui est peut-être différente que la population générale du Québec. C'est-à-dire qu'on va vous offrir des séances de formation, toutes des formations qui sont faites sur mesure, gratuites. À l'échelle du Québec, nous, on se déplace pour justement venir répondre à vos différents besoins. Des accompagnements qui vont être faits avec les professionnels de votre milieu par rapport à des situations particulières à laquelle vous êtes confrontés. Donc, l'idée, c'est de dire que vous avez un rôle dans la prévention de ces enjeux-là qui est différent parce que vous êtes des personnes qui sont en contact avec la clientèle, vous êtes en contact avec les individus autour, vous avez un effort de prévention que vous pouvez mettre de l'avant, vous allez créer des liens avec différents individus, avec différentes ressources et ça, vous contribuez en fait à tisser ce filet de sécurité, ce tissu social autour des individus et donc la façon de vous accompagner de notre côté ne sera pas la même, évidemment, qu'avec une campagne de sensibilisation plus générale. Vos besoins, ils sont plus spécifiques. Notamment dans les outils et guides qui sont disponibles, il y a le petit guide illustré de la haine au Québec, qui est une plateforme web qui a été développée par le CPRMV, qui se veut une plateforme qui répertorie et liste en fait les différents signes et symboles et expressions haineuses qu'on peut retrouver au Québec. C'est pas une liste exhaustive, on s'entend, c'est la joie de notre domaine, mais aussi l'élément qui peut parfois nous être un peu plus complexe, c'est que ça évolue extrêmement rapidement et donc on est constamment en changement. Par contre, ça se veut vraiment un guide pour justement informer, pouvoir reconnaître et donc sensibiliser à ces différents signes, symboles, expressions qui peuvent avoir une connotation haineuse. Ce qui est bien avec cette plateforme, c'est que c'est une plateforme interactive. Donc, disons, vous êtes dans votre milieu scolaire, vous voyez
un tag sur un casier, vous vous posez la question, est-ce qu'il peut y avoir une forme de connotation haineuse? Je suis pas certain, je suis pas certaine. Vous allez sur la plateforme du petit guide et le signe, symbole ou l'expression utilisée n'est pas là et vous souhaitez par contre peut-être avoir plus de contexte, vous pouvez soumettre une photo justement de, de ce signe, ce symbole, cette expression et nous, de notre côté, on peut faire la recherche pour pouvoir vous mettre en contexte qu'est-ce que c'est et est-ce que ça peut être utilisé dans un contexte pouvant inciter la haine. Donc, c'est une plateforme qui est disponible à travers le site web du CPRMV. Vous pourriez y avoir accès. Et entre autres, aussi sur le site web, vous verrez les différents guides qui sont à l'écran, entre autres le guide pédagogique des ateliers dont je parlais un peu plus tôt pour pouvoir voir quelle forme un peu prend ces ateliers et si c'est quelque chose qui pourrait s'inscrire dans le cadre de votre milieu scolaire. Finalement, la prévention tertiaire, c'est-à-dire la prévention à travers l'accompagnement des individus qui sont dans les parcours de radicalisation violente, qui sont auteurs ou autrices d'actes haineux ou tout simplement qui peuvent avoir une forme de questionnement et souhaitent avoir un espace. Donc, je passe rapidement ici parce que je vous le détaille un peu plus loin sur justement le service de l'accompagnement. Moi, mon rôle au centre, au CPRMV, c'est d'accompagner les personnes, les proches et les professionnels qui sont confrontés à ces enjeux-là. Maintenant, comment est-ce qu'on fait ça? D'abord, notre approche s'inscrit dans une approche de désengagement de la violence. En très, très résumé, il y a un peu deux écoles de pensée quand on pense aux façons d'accompagner les personnes qui sont dans des parcours de radicalisation ou d'actes à caractère haineux. Il y a une approche de déradicalisation et il y a une approche de désengagement de la violence. Quand on pense à déradicalisation, ça en revient à je prends une idéologie que tu as et on la remplace par une autre. Donc, en fait, ce que tu dis, c'est pas nécessairement exact ou j'essaie de te convaincre de quelque chose d'autre pour justement arriver à une forme de réinsertion dans la société. Au centre, on priorise l'autre école de pensée, c'est-à-dire le désengagement de la violence. Nous, ce qu'on va prioriser, c'est de dire, OK, tu as une idéologie, c'est pas la même que tout le monde dans la société. Par contre, les moyens que tu prends pour y arriver sont violents. Et donc, nous, c'est de revenir à des moyens qui sont pro-sociaux. Une nuance, évidemment, à apporter à ça, c'est que certaines idéologies, de par leur nature, sont violentes, sont haineuses. Et donc, là, on ne peut pas nécessairement aller que dans il faut prioriser des moyens pro-sociaux. Est-ce que ça va? Je sens que mon image de mon côté coupe, mais est-ce que ça va de votre côté? Super, oui. OK, génial. Donc, une des questions qu'on a souvent au niveau des parcours de radicalisation, en fait, c'est est-ce qu'il y a un profil type? Est-ce qu'il y a un parcours type? Est-ce qu'il y a des signaux auxquels on doit porter une attention particulière? Alors, pour revenir au profil ou encore au parcours type, la réponse est non. Il n'y a pas de profil type ni de parcours type. Par contre, comme vous voyez à l'écran, il y a une forme de parcours qu'on peut dégager certaines étapes qui reviennent et sur lesquels on peut avoir une forme de levier d'action qui est intéressant. Donc, ce qu'on remarque, c'est que c'est un parcours d'abord qui n'est pas linéaire. Comme vous voyez à l'écran, c'est en forme de zigzag, si on veut. C'est que parce qu'une personne commence à se distancier du vivre ensemble, nécessairement, elle n'ira peut-être pas justement dans l'utilisation de la violence. On peut mettre en place des actions, on peut mettre en place un filet de prévention pour éviter d'en arriver là. Et peut-être pour certaines personnes, ça sera un parcours qui est fait en dents de scie. C'est-à-dire qu'à certains moments, selon certains contextes, la violence devient plus justifiée que d'autres. Et parfois, on va s'en distancier. Par contre, de façon très résumée, le, le processus que vous voyez à l'écran, c'est d'abord une forme de distanciation du vivre ensemble, de valeurs sociales. On commence à se poser des questions, à se dire, est-ce que les valeurs, les normes dans lesquelles j'évolue dans la société dans laquelle je vis me représentent? Et il y a une forme de questionnement. On l'a probablement tous et toutes vécu dans notre vie et c'est tout à fait normal de le vivre. Là où est-ce qu'on vient spécifier, c'est qu'il y a une forme ensuite de singularisation de la pensée, c'est-à-dire cette idée un peu de vision tunnel qui commence à se mettre en place, le fait de refuser que d'autres opinions soient valides ou encore que d'autres opinions soient
existantes. Donc, vraiment, ce que je pense, en fait, c'est la vérité. Et c'est ça. Moi, je détiens la vérité et pas quelqu'un d'autre. Là où on commence à aller un peu plus loin, c'est quand il y a une forme de polarisation des croyances. C'est-à-dire que non seulement comment moi je pense, c'est la vérité, mais tous ceux qui pensent différent de moi sont nécessairement contre moi. Donc, il y a cette idée qu'on le remarque beaucoup dans les discours, on le remarque beaucoup dans les personnes qu'on accompagne, il y a cette idée de nous contre eux. Donc, parce que tu penses pas comme moi, non seulement t'as tort, mais en plus, tu deviens une forme, en fait, tu deviens mon ennemi. Tu deviens une personne qui est, par exemple, inférieure à moi, et ce qui peut amener à un moment donné à déshumaniser justement les personnes qui pensent, qui sont dans le camp ennemi, les personnes du camp du eux. Donc, on peut en venir à trouver que c'est valide d'utiliser une forme de violence ou encore euh, justifiable de le faire parce que ces personnes-là ne méritent plus empathie morale. Et puis, c'est quand on baigne dans cette eau-là qu'on peut en venir justement à trouver que les moyens violents sont justifiables et sont parfois nécessaires pour arriver à cette transformation sociale. Donc, on n'en vient pas à dire qu'il n'y a plus de moyens prosociaux démocratiques qui sont valides. Par contre, ce ne sont pas suffisants et on arrive à un moment où la violence devient malheureusement la seule forme d'action ou la seule forme de, de prise en charge qui est justifiable et nécessaire. Et à ce moment-là, on en vient à utiliser cette violence. Bien évidemment, nous, au niveau du CPRMV, quand on est dans l'utilisation de la violence, on n'est pas la ressource à contacter. À ce moment-là, c'est les ressources sécuritaires. Le CPRMV n'a pas un mandat sécuritaire, mais plutôt un mandat communautaire. Et pour cette raison-là, c'est pas l'accompagnement que vous devez contacter quand on a une crainte imminente pour la sécurité de la collectivité ou même de l'individu. Par contre, quand on en vient dans l'autre côté du processus, donc à droite de l'écran, se désengager de la violence, là, on est une ressource qui peut être mobilisée, même si techniquement, notre mandat, en fait, on parle de prévention, donc en amont, il y a aussi la partie réinsertion sociale pour en revenir à se rattacher à ces valeurs de la société. Donc, on souhaite évidemment ne pas se rendre dans le carré rouge qui est en haut de l'écran, mais si c'est le cas, sachez que la ressource peut quand même vous être utile. Comment maintenant est-ce qu'on arrive justement à faire ce processus de désengagement de la violence ou du moins ne pas arriver à utiliser la violence? Alors, nous, notre approche s'inscrit, comme je vous disais, dans une évaluation de besoins. Donc, le CPRMV n'a pas un rôle de surveillance ou encore de dénonciation. Nous, on a un rôle communautaire, c'est-à-dire d'accompagner les personnes et les individus autour à la réinsertion sociale, à l'intégration à la communauté des différents individus. Donc, ce qu'on remarque par rapport aux situations en lien avec la radicalisation, en fait, quand on nous appelle, on nous dit principalement deux choses. Donc, les comportements. Qu'est-ce qu'on remarque qui fonctionne pas? C'est-à-dire, par exemple, à l'école, dans le cadre de leur cours de sciences politiques, il y a eu des propos qui ont été tenus, qui ont choqué, qui ont amené un enseignant ou une enseignante à vous rapporter ça, que ce soit à la direction ou au service aux étudiants, et on est inquiet ou préoccupé par rapport à ces propos-là. Le fait qu'il y a une forme de légitimation de la violence, on semble qu'il y a un manque d'empathie ou encore qu'il y ait justement une justification que parfois la violence est nécessaire et on se pose des questions. Donc, on parle beaucoup des comportements. Qu'est-ce qu'on a observé qui nous inquiète ou nous préoccupe? Et deuxièmement, on nous parle des facteurs de vulnérabilité. Donc, quand on parle de facteurs de vulnérabilité, vous les voyez à l'écran, c'est des facteurs qui rendent une personne plus fragile à adhérer ou à s'engager dans un parcours de radicalisation. C'est des facteurs qui ont été notés par la recherche, donc qui sont ressortis dans les études systémiques. Et on les classe à travers 5 catégories différentes, donc relationnel, personnel, identitaire, psychologique. Et la dernière catégorie sur laquelle je tiens à apporter votre attention, c'est la catégorie externe. Donc, des facteurs qui sont externes et à l'individu, donc et à l'élève qui peut vous préoccuper dans le cadre de votre milieu scolaire, et à vous et à nous au CPRMV. On parle de tout ce qui est crise économique, sanitaire ou encore, comme en ce moment, une crise géopolitique. Donc, le conflit au Moyen-Orient, c'est un facteur externe qui a un réel impact au niveau des parcours de radicalisation qui vont venir
raviver ou exacerber certains ressentis comme le sentiment d'injustice, le sentiment de marginalisation, le sentiment de ne pas avoir sa place, de ne pas se sentir écouté, entendu dans des causes qui sont importantes pour la personne, pour la société. Donc, c'est ces facteurs externes qui souvent sont oubliés quand on parle des parcours de radicalisation, surtout par les professionnels, c'est-à-dire il y a des éléments sur lesquels vous avez du contrôle et des éléments sur lesquels vous allez avoir une forme de pouvoir d'action. Par contre, ceux-ci en sont pas, mais ils ont un impact. Donc, on peut en prendre connaissance parce que ce qu'on peut accompagner, on n'a peut-être pas de contrôle sur comment ça se passe en ce moment dans le conflit israélo-palestinien. Par contre, ce sur quoi on a du contrôle, c'est comment est-ce qu'on peut accueillir les différents ressentis, comment est-ce qu'on peut accompagner la personne pour justement, si elle se sent mise à part, elle se sent pas écoutée, elle se sent en colère, nous, on peut avoir une forme de contrôle sur l'accompagnement dans cette colère. On peut l'accompagner sur justement se sentir moins isolée, se sentir écoutée, sentir que la personne a sa place, sentir qu'elle peut avoir une forme de pouvoir d'action peut-être plus concret dans sa vie de tous les jours. Ça, là-dessus, on a une forme de contrôle et ça contribue au filet de protection quand on parle d'enjeux comme la radicalisation menant à la violence. Les facteurs de vulnérabilité, ils sont très généraux. C'est pas nécessairement une liste non plus à cocher. C'est pas parce qu'on en a plusieurs que nécessairement on va s'engager dans un parcours de radicalisation. Par contre, ils sont à prendre en compte quand on est dans une situation de ce genre. Alors, oui, on a les facteurs de vulnérabilité. Oui, on a les comportements, on a les facteurs externes, c'est-à-dire les facteurs contextuels, mais c'est pas tout quand on pense à une situation de radicalisation. On a aussi des sphères de vie. Donc, nous, on vient considérer aussi quelles sont les sphères de vie dans lesquelles baigne l'individu, c'est-à-dire le milieu scolaire, la famille, le milieu communautaire, comment est-ce que cette personne a un sentiment d'attachement dans son quartier, dans sa communauté. C'est des éléments qui vont avoir un impact parce que dans ces sphères de vie-là, peuvent en ressortir des acteurs de prévention, c'est-à-dire toute personne qui peut contribuer à mettre en place des facteurs de protection, mettre en place un tissu, un filet de sécurité autour de l'individu pour justement ne pas en venir à utiliser la violence. Donc, acteurs de prévention, vous en êtes, c'est sûr, de par vos mandats, de par vos rôles que vous jouez dans vos milieux scolaires, mais aussi de par le fait que vous pouvez tisser des liens de confiance avec les différents individus et justement venir miser sur des facteurs de protection. Quand on parle de facteurs de protection, bien, à l'inverse des facteurs de vulnérabilité, ce sont les facteurs qui justement permettent de rendre une personne plus perméable au discours ou moins encline à s'engager dans un parcours de radicalisation menant à la violence. Donc, le but, en fait, c'est de renforcer ces facteurs de protection-là. Et quand tout à l'heure, je vous disais qu'on n'est pas dans une approche de déradicalisation, d'aller contredire l'idéologie, c'est ça. C'est qu'est-ce qu'on remarque, en fait, c'est que quand on rehausse les facteurs de protection, les facteurs de vulnérabilité tendent à diminuer ou du moins prendre moins d'espace. Et de par ça, on s'éloigne, en fait, de l'idéologie. L'idéologie, en fait, le parcours de radicalisation, il vient répondre à un besoin identitaire, à un besoin de sécurité, à un besoin d'avoir sa place, à un besoin de s'impliquer. Donc, quand on trouve à combler ces besoins-là ailleurs, on tend à s'éloigner, en fait, de l'idéologie qui était en place ou du moins du parcours dans lequel on pouvait être impliqué. Donc, encore une fois, les facteurs externes, quand ça va bien au niveau externe, au niveau des crises, au niveau des conflits, au niveau des débats de société, mais on remarque que pour certaines personnes, mais c'est plus calme au niveau des enjeux comme la radicalisation ou encore les actes haineux. Mais encore une fois, on n'a pas de contrôle là-dessus. Quand ça va bien, on est content. Par contre, bien évidemment, on n'a pas de contrôle et on risque de parfois que ça aille moins bien au niveau externe. Là où peut-être je peux attirer votre attention, c'est justement sur les facteurs relationnels, personnels, socio-identitaires et psychologiques. Peut-être regardez, vous, dans le cadre de votre rôle dans le milieu scolaire, sur quel facteur est-ce que vous pouvez avoir une forme de contrôle
d'impact. Donc, si vous êtes au niveau du service aux étudiants, vous avez peut-être un rôle à jouer ou du moins l'espace de le faire par rapport au soutien ou à l'accompagnement que vous pouvez offrir à cet élève, peut-être pas en lien avec la radicalisation, mais avec d'autres enjeux sur lesquels cette personne-là peut avoir un besoin de soutien et d'accompagnement. Donc, on parle peut-être cette personne-là d'une forme d'isolement social. Ça a un impact au niveau du parcours et vous, sans même adresser les enjeux comme la radicalisation, mais d'adresser cet isolement social-là, ça a un effet au niveau du parcours. Est-ce qu'il y avait des questions par rapport à ça pour le moment? Ça va très bien, merci. Continuez. C'est très intéressant. OK, génial. Donc, pour ce qui est de l'accompagnement communautaire, en fait, je vous résume évidemment un contenu qui semble très facile, comme dit à l'oral, mais vous le savez tout comme moi, que d'accompagner une personne à se désengager, par exemple, d'une violence ou n'importe quel enjeu sur lequel vous travaillez dans votre quotidien, ça prend du temps et surtout, ça passe par un lien de confiance. Donc, bien évidemment, c'est pas aussi simple que ça peut paraître en 3 ou 4 diapositives. C'est pour ça que le service de l'accompagnement est là pour vous soutenir là-dedans. Donc, nous, on a un service téléphonique, on a un formulaire en ligne qui peut être rempli ou une adresse courriel pour nous contacter. Une question qu'on a pratiquement à chaque présentation, c'est est-ce que les gens, les individus, vous contactent vraiment pour avoir cet espace d'accompagnement? Quand on parle des individus qui sont eux-mêmes ou elles-mêmes engagés dans un parcours. La réponse est oui, ça arrive. On accompagne, entre autres, des jeunes qui sont des adolescents qui se posent des formes de questions, qui justement remettent peut-être en cause certaines valeurs sociales et puis souhaitent avoir un espace pour en parler. Non pas cet espace-là, par exemple, à la maison ou à l'école parce qu'il y a des cadres à respecter et c'est totalement normal, c'est totalement OK. Par contre, souhaitent avoir cet espace-là de façon sécuritaire et l'ont avec nous. Donc, on accompagne autant ces jeunes-là, on accompagne aussi des personnes qui purgent des sentences vie pour des faits liés à la radicalisation. Donc, là, on est plus dans l'approche de, justement, l'acte a été commis, mais on cherche à se désengager pour éventuellement réintégrer la société. Donc, le spectre est hyper large en termes des individus qu'on accompagne, mais parfois, il arrive justement que ce ne soit pas les individus qui nous contactent parce que c'est confrontant d'appeler le Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence. De un, parce que on peut penser nous, notre rôle, c'est de dénoncer ou encore d'arrêter la personne, ce qui n'est pas le cas. Donc, parfois, ce ne sont pas les individus qui nous appellent, mais les professionnels qui sont autour. Entre autres, cet automne, avec le conflit au Proche-Orient, beaucoup de milieux scolaires se sont vus confrontés à ça. Il y a beaucoup de professionnels des milieux scolaires qui nous ont contactés en disant on sent qu'il y a des tensions, on ne sait pas comment en fait les adresser, on ne sait pas en fait si on veut les adresser, on a un rôle à jouer et on aimerait être outillé par rapport à ça, par rapport à, par exemple, un jeune en particulier, et donc on souhaiterait avoir un espace. Ça, c'est un service qui est définitivement possible et qui en vient aussi à accompagner de façon en fait indirecte l'individu ou les individus qui peuvent vous préoccuper. Donc, si c'est de façon plus générale, au niveau du climat de votre milieu, c'est possible de contacter l'accompagnement communautaire. Si vous voulez nous contacter par rapport à une personne, une situation en particulier, c'est aussi possible. Donc, nous, on a pour dire que si on n'en vient jamais à avoir un contact direct avec la personne ou les personnes qui vous préoccupent, c'est pas une fin en soi parce qu'on va vous outiller, vous, qui êtes déjà dans le milieu, qui êtes les experts de votre école, de votre cégep, université, et qui avez des liens de confiance avec les différents professionnels autour et avec justement vos élèves. Donc, même si justement vous vous dites peut-être, j'ai une situation qui me vient en tête aujourd'hui, par contre, je pense pas que la personne qui va vous contacter, mais appelez-nous. Donc, on va vous outiller, vous, en tant que professionnel, à travers des rencontres, justement, par Teams, par téléphone, par rapport à des situations, par rapport à des besoins spécifiques. On se déplace aussi dans les milieux si vous souhaitez avoir des rencontres avec les différents professionnels qui sont mobilisés sur une même situation. On sait que vous travaillez beaucoup en concertation. Nous, on se déplace.
les images tout à l'heure quand je vous montrais le parcours. Donc ici à l'écran, ça s'appelle Alvéole. C'est un outil qui a été créé par le CPRMV justement pour analyser les situations de radicalisation violente et voir quelles pistes d'action peuvent en découler. C'est un outil non pas de diagnostic, mais de compréhension pour ensuite voir quelle action on peut mettre de l'avant pour justement accompagner cet individu-là. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on se déplace dans le milieu, on vous rencontre, on rassemble autour d'une même table les différents intervenants, intervenantes qui sont impliqués dans la situation. On complète l'alvéole et c'est des cartes physiques, on dirait un jeu de société, mais le fait de le mettre sur table, d'en discuter ensemble, il y a souvent beaucoup de pistes d'action qui en découlent et on voit vraiment qu'il y a une forme de concertation en fait entre les différents professionnels, de dire OK, moi j'ai ce lien-là avec cette personne et plus que mon mandat, c'est par exemple d'offrir le soutien en service psychologique, mais je peux m'occuper de ça. Par contre, je pourrais pas m'occuper de X, Y, Z. OK, c'est pas grave. Moi, je suis, par exemple, son enseignant dans le cours de philo. Ça se passe super bien entre nous. On a un bon lien. On arrive à discuter. Moi, je peux m'occuper de, par exemple, créer une forme de flexibilité au niveau de la pensée. Donc, on a une personne qui pense de façon très rigide. Moi, je peux peut-être essayer d'aller comme développer une forme de doute ensemble parce qu'on s'entend bien, on a un bon lien et je crois que c'est possible. Donc, c'est ça aussi que ça permet, les rencontres d'accompagnement de professionnels, c'est de mettre en place des actions qui sont concertées, concrètes avec les différentes personnes mobilisées. Donc, pour revenir au service, tout est gratuit, tout est confidentiel sur l'entièreté de la province du Québec. Et puis, si vous avez quelconque question, on a justement une ligne d'assistance, donc le numéro est affiché. On a un courriel aussi parce que pour certaines personnes, ça peut être confrontant d'appeler une ligne téléphonique. Donc, n'hésitez pas à utiliser le courriel de l'accompagnement. Ou sinon, comme je vous disais, sur notre site web, il y a aussi un formulaire en ligne que vous pouvez remplir. Donc, ça fait pas mal le tour pour la présentation que je vous avais préparée.